Et bonjour à tous, c'est Guillaume, l'un de vos 5 tuteurs d'anatomie. Donc l'anatomie, c'est une très grosse matière, la plus grosse matière du coup de votre année. Elle sera sous la forme du coup d'une épreuve à l'examen, d'une épreuve de 50 minutes et de 40 QCM. C'est une matière du coup très chargée, et c'est pourquoi on est 5 tuteurs pour s'en occuper. Donc pour cette première vidéo de votre pré-rentrée en anatomie, le cours abordé du coup sera l'appareil locomoteur. Donc l'appareil locomoteur, aborde du coup tout ce qui est myologie, arthrologie, ostéologie, etc. Donc tout ce qui va permettre la locomotion. Donc tout d'abord, l'ostéologie. Tout d'abord, le squelette peut être divisé en trois. Donc on peut avoir le squelette axial, qui est du coup composé de la colonne vertébrale, du crâne, ainsi que de l'osioïde, faut pas l'oublier. Ensuite, on a le squelette thoracique qui va être composé du sternum et des côtes. Et enfin, le squelette appendiculaire, qui est du coup est composé des membres et des ceintures. Pour le membre supérieur, les ceintures, du coup, enfin la ceinture est composée des scapulas ainsi que des clavicules, et pour les membres inférieurs, la ceinture est composée des os coxaux. Donc, on peut aussi discerner trois types d'os, les os longs, les os plats et les os courts. Tout d'abord, les os longs. La caractéristique des os longs, c'est d'avoir une dimension qui est bien supérieure aux autres dimensions. Donc, au long, ça paraît logique, c'est donc la longueur qui est bien supérieure aux autres dimensions. Dans les os longs, on peut distinguer trois parties. La première partie, qui est du coup la partie centrale, ce sera la diaphyse. Aux extrémités, nous avons les épiphyses, qui du coup correspond à la partie de l'os encroûtée de cartilage articulaire, ainsi que d'une autre petite partie. Et entre du coup épiphyse et diaphyse, on a du coup les métaphyses. En ce qui concerne les os courts, donc ici on a pris l'exemple du talus, qui est un os du tarse postérieur, il n'y a du coup pas de dimension qui se démarque. On ne peut donc pas distinguer de métaphyse, de diaphyse ou d'épiphyse. Par exemple, au niveau du talus, il y a énormément de surface articulaire. Donc, on ne peut pas distinguer de diaphyse, etc. Et enfin, en ce qui concerne les os plats, donc les os plats, par exemple, les scapulas, ainsi que les os coxaux, par exemple la scapula, est presque translucide dans son centre, tellement elle est plate. Ensuite, la structure des os. Donc, l'os est une structure fibrilo-lamellaire. Donc, il est composé de dehors en dedans de périoste, qui du coup recouvre presque, c'est très important, désolé si j'ai parlé un peu fort, qui recouvre presque intégralement l'os, sauf au niveau des endroits encroutés de cartilage articulaire. Donc, si vous avez l'item, l'os est recouvert en tout point de périoste, c'est faux, car du coup, il y a les endroits entourés de cartilage articulaire. Ensuite, sous le périoste, vous avez la corticale, et sous la corticale, vous avez du coup l'endoste. Ensuite, en dessous de l'endoste, vous avez du coup plusieurs options. Soit vous vous trouvez au niveau des extrémités de l'os, et auquel cas vous aurez du coup la présence du tissu spongieux. Tissu spongieux qui va du coup s'orienter en fonction des lignes de force, en formant du coup des travées ogivales en voûte gothique. Ça peut ressembler par exemple à ce que vous avez dans les églises, voûte gothique par exemple. Et ça va du coup s'orienter sur les lignes de force. Et si vous vous trouvez au niveau du centre, vous allez du coup avoir une cavité médulaire de la diaphyse de l'os. Au niveau de la vascularisation des os, si on fait simple, diaphyse et métaphyse sont très bien vascularisés, tandis que les épiphyses sont mal vascularisées. Au niveau de la diaphyse, on peut du coup remarquer une vascularisation particulière, c'est-à-dire que le tiers externe de la diaphyse va être vascularisé du coup par les artères périostées, donc tiers externe périosté, puisque là ça paraît logique, et les deux tiers internes sont vascularisés par les artères endostées. Ça paraît logique aussi. En ce qui concerne les propriétés mécaniques des os, donc l'os est un matériau élastique, c'est-à-dire qu'il peut se déformer et il va retrouver du coup sa forme initiale lors de l'arrêt de la contrainte. Donc il se déforme sous la contrainte. L'os a un module de Young qui est très faible. En gros, le module de Young, c'est pour caractériser la force qu'il faut appliquer par rapport à la déformation subie. Donc étant donné qu'il est très faible, l'os se rapproche du titane. Donc si la contrainte est trop importante, il peut y avoir des fractures.
Alors, les fractures ne seront pas développées ici, mais vous pouvez du coup avoir des fractures fragiles, incomplètes, de fatigue, pathologiques, etc. Ce sera développé dans la fiche complète sur l'appareil locomoteur. Il y a aussi un point très important à noter, c'est que la poutre osseuse est plus solide in vivo, donc à l'intérieur du corps, que in vitro, à l'extérieur du corps. Pourquoi ça? Il y a du coup deux théories qui peuvent expliquer ce phénomène. La première, c'est la théorie de Rabichon et Avril, qui dit que l'os est entre guillemets comparable à une poutre composite, donc une poutre ostéomusculaire. Donc on va avoir du coup des os et des muscles, et les contraintes vont être partagées entre ces deux-là. Donc quand on dit poutre ostéomusculaire, on, comment dire, on prend en compte le fait que les muscles font partie de la poutre. C'est intéressant du coup de différencier que le muscle fasse partie de la poutre avec du coup la théorie des haubans de Powell. J'ai pas été très clair jusque-là, je vais essayer d'être plus clair. Donc là, pour la théorie des haubans de Powell, on sous-entend du coup que les muscles vont servir de haubans. Ils ne font plus partie de la poutre, mais du coup ils vont haubaner la poutre musculaire, la poutre osseuse, pardon. Et en conséquent, ils vont aussi absorber une partie des contraintes. Ce qui fait que toutes les contraintes ne seront pas reçues par l'os. Les muscles, dans les deux cas, vont du coup absorber une partie des contraintes. Normalement, les os de l'avant-bras se cassent à 50 kg in vitro, mais in vivo, c'est pas le cas. Ensuite, pour les os courts et au niveau des métaphyses, on peut comparer la solidité du coup à un bidon d'huile. C'est-à-dire que si vous prenez un bidon d'huile et que vous le videz totalement, si vous sautez dessus, vous verrez qu'il se cassera relativement facilement. Tandis que si vous prenez un bidon d'huile mais vous laissez le liquide à l'intérieur, vous verrez que si vous sautez dessus, il sera beaucoup plus résistant, dans le sens où le liquide va absorber du coup une partie des contraintes. Eh bien, au niveau des os courts et des métaphyses, c'est sensiblement la même chose, dans le sens où la corticale va agir du coup comme le plastique du bidon d'huile, et le tissu spongieux à l'intérieur va du coup agir comme le liquide. Et c'est donc dû à l'association du tissu spongieux et de la corticale qu'on va du coup obtenir cette résistance. La corticale seule ne suffirait pas, comme on a vu avec le plastique qui serait susceptible de se casser. Donc maintenant qu'on a vu l'anatomie des os, on va voir l'ostéogenèse. On va commencer du coup par l'ossification endochondrale. Donc, pour simplifier, l'ossification endochondrale concerne du coup tous les os du corps, sauf ceux du crâne. Donc, dans une maquette cartilagineuse, on va avoir un point donné, prédéfini génétiquement, un point d'ossification primaire qui va apparaître au centre de la cavité, au centre pardon, de la maquette, et qui va donner du coup la cavité médulaire. Et on va du coup avoir des points d'ossification secondaires qui, eux, vont apparaître aux extrémités. Donc, les points d'ossification primaires et secondaires vont grandir, et on va du coup pouvoir observer entre les points d'ossification primaires et les points d'ossification secondaires, entre les deux, le cartilage épiphysaire, qui n'est pas à confondre, faites très attention, j'insiste, à ne pas confondre le cartilage épiphysaire de croissance ou de conjugaison avec le cartilage articulaire. Le cartilage articulaire, c'est celui qui est présent du coup sur la surface et qui va participer aux articulations, tandis que le cartilage épiphysaire, c'est le cartilage du coup qui est présent entre les points d'ossification. Et donc, du coup, on va les retrouver entre les points d'ossification primaires et secondaires. À noter qu'il peut aussi y avoir des points d'ossification tertiaires et quaternaires, mais on ne s'y intéresse pas dans ce cours. Et on ne s'y intéresse pas cette année. Donc, le péricondre en périphérie de la maquette cartilagineuse deviendra le périoste. En ce qui concerne la croissance des points d'ossification. Donc, la croissance des points d'ossification se fera de manière centrifuge, tandis que la division cellulaire au niveau des points d'ossification se fera de manière centripète. On peut donc distinguer plusieurs couches au niveau de ces points d'ossification. Tout d'abord, la couche de cellules germinatives. Les cellules vont se diviser. C'est là où les cellules se divisent. Ensuite, on a la couche de cellules serrées, qui est du coup organisée en piles d'assiettes, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, en dessous de cette couche-là, on a du coup la couche hypertrophique, où les cellules du coup sont pénétrées par les vaisseaux sanguins. Et enfin, la couche dégénérative, où du coup, on a l'apparition des premières cellules osseuses, les ostéoblastes. Donc, on a du coup d'abord germinative, puis serriée, puis hypertrophique, puis dégénérative. Au niveau de la croissance des épiphyses, c'est sensiblement la même chose. Sauf que du coup, non, c'est sensiblement la même chose, je sais pas ce que j'allais dire.
Donc, au niveau du cartilage articulaire, on va retrouver du coup des lacs vasculaires, qui sont du coup un lieu de forte vascularisation. Au niveau de ces lacs vasculaires, les veines sont plus nombreuses que les artères, 2 à 3 fois plus nombreuses, et les lacs vasculaires métaphysaires sont plus volumineux que les lacs vasculaires épiphysaires. Lorsqu'il y a contact entre ces lacs, qui sont séparés du coup par le cartilage articulaire, il va donc y avoir un arrêt de la croissance. Important à noter, l'arrêt de la croissance lors de contact peut être tout aussi bien physiologique, quand du coup l'os a fini sa croissance, comme il peut être pathologique. Dans le sens, vous avez une fracture, rupture du cartilage articulaire, contact du coup entre les deux lacs, ça peut entraîner soit un arrêt total de la croissance, ce qui va faire que du coup on va avoir un os qui va être beaucoup plus court que la normale, ou on peut avoir du coup un arrêt partiel de la croissance, qui va du coup entraîner une déformation de l'os, qui ne va plus croître comme il aurait dû croître. Donc maintenant, on a vu tout d'abord l'ossification endochondrale, maintenant on va voir l'exception qu'on avait citée, qui était le développement du crâne. Pour simplifier, la voûte du crâne a du coup une ossification de membrane, tandis que la base du crâne a une ossification endochondrale. C'est pour simplifier. Donc on va avoir au début, pour l'ossification de membrane, un mésenchyme. Ce mésenchyme voit apparaître du coup une membrane ostéoïde qui va du coup former la forme ultérieure de l'os. Et du coup, au niveau de cette membrane ostéoïde, on va avoir du coup la formation de l'os par l'apparition d'un point d'ossification qui va aussi croître de façon centrifuge. Les fontanelles seront les vestiges de cette membrane ostéoïde. En effet, vous avez plusieurs os au niveau du crâne. Et pendant que ceux-ci grandissent, on va du coup avoir toujours des membranes, enfin, la membrane ostéoïde qui va rester pendant un moment, notamment chez le nourrisson, qui va du coup se fermer plus tard. Donc après avoir vu toute l'ostéologie, on va s'intéresser maintenant à l'arthrologie. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à la moitié. Donc pour l'arthrogénèse des articulations synoviales. Donc les articulations synoviales sont caractérisées par une membrane synoviale. Si vous avez une membrane synoviale dans une articulation, pas compliqué, articulation synoviale. Donc lors de cette arthrogénèse, par le mouvement du coup des maquettes cartilagineuses qui sont presque en contact, vous allez avoir du coup un phénomène de cavitation. Des petites cavités vont se créer et du coup les cavitations vont confluer pour donner une véritable cavité articulaire au fur et à mesure de la croissance. Tandis que pour l'arthrogénèse des articulations cartilagineuses, il n'y a pas de phénomène de cavitation. Du cartilage va du coup remplir l'interzone et ça concerne surtout les os plats et courts de l'organisme. Maintenant, du coup, pour tout ce qui est l'anatomie des articulations, on a d'abord les articulations fibreuses. Donc pour les articulations fibreuses, on a une cavité qui est comblée par le tissu fibreux ligamentaire d'interposition. Faites attention, tissu fibreux ligamentaire d'interposition, c'est pas la même chose que fibrocartilage. Même s'il y a fibre à l'intérieur, faites attention. Vous êtes prévenus. De par les articulations fibreuses, on peut retrouver du coup plusieurs articulations. Par exemple, la syndesmose. Le prof, du coup, n'en connaît qu'une seule, c'est la syndesmose tibiofibulaire inférieure, qui est du coup entre la fibula et le tibia. Ensuite, en articulation fibreuse, on a aussi du coup les sutures qui sont très présentes au niveau de la voûte du crâne. Donc elles peuvent être dentelées, ce qui permet du coup quasiment aucune mobilité. Elles peuvent être planes, ce qui est quand même assez rare, ou squameuses, donc c'est-à-dire obliques. Donc plane, oblique. Ensuite, on a la chandilaise, du coup l'articulation d'un rail creux dans un rail plein, ou d'un rail plein dans un rail creux. Et on a une petite exception dans le sens où les dents ne sont pas considérées comme des os, c'est la gonphose. Donc, en ce qui concerne les articulations cartilagineuses maintenant. Donc, on a les deux surfaces qui sont encroûtées de cartilage. Attention, dans les articulations fibreuses, les surfaces n'étaient pas encroûtées de cartilage. Et la cavité, du coup, est remplie de fibrocartilage, comme on l'a vu dans l'arthrogénèse des articulations cartilagineuses. Elles peuvent être, du coup, renforcées ou non par des ligaments à distance. On verra ça surtout dans les articulations intervertébrales. Donc, par exemple, la symphyse pubienne est une articulation cartilagineuse, ça relie les deux os coxaux au niveau du pubis. On a ensuite l'articulation intervertébrale entre les différents corps vertébraux de la colonne vertébrale. Donc, le fibrocartilage dans les articulations intervertébrales, c'est le disque intervertébral. On peut du coup le diviser en deux parties. L'annulus fibrosus, donc fibrosus, ça va être une partie fibreuse, annulus, c'est autour, donc ça va être en périphérie. Et le nucleus pulposus, nucléus au centre, pulposus, donc partie pulpeuse au centre.
À noter que si l'annulus fibrosus se fragmente, la partie pulpeuse va du coup pouvoir s'extérioriser, et si jamais ça touche un nerf, on pourrait du coup avoir des douleurs, c'est l'hernie discale. À noter que du coup, quand on disait renforcer ou non par des ligaments à distance, dans l'articulation intervertébrale, vous verrez ça plus en détail sur le cours sur le rachis, il y a énormément de ligaments qui vont renforcer cette articulation, qui du coup est très importante. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les articulations synoviales. Donc les articulations synoviales sont les articulations qui vont permettre le plus de mobilité. On a donc une cavité virtuelle, c'est-à-dire une cavité qui n'est pas réelle, donc qui n'existe pas, mais on peut la créer. Le cartilage articulaire au niveau des os va être du coup de type hyalin. Il peut y avoir présence de fibrocartilage pour augmenter la congruence des articulations. Ça peut être des ménisques, des bourrelets, des disques, etc. À noter que c'est pas parce qu'on a un fibrocartilage qu'on est dans une articulation cartilagineuse. C'est important. Donc ensuite, membrane synoviale, comme on l'a vu lors de l'arthrogénèse, c'est vraiment caractéristique des articulations synoviales. On peut avoir des ligaments de renforcement, j'ai oublié un R ici, et du coup du tissu graisseux synovial qui va du coup pouvoir éventuellement combler les vides, enfin plutôt qui va pouvoir du coup combler l'articulation, histoire d'avoir vraiment une cavité virtuelle étanche. Donc, ne prenez pas peur devant cette diapo. Elle fait peur, oui. Le tableau, vous devrez le savoir, oui. Ça tombe tout le temps, donc mieux vaut s'en occuper maintenant. Mais vous allez voir, une fois que c'est compris, c'est pas compliqué. Donc, on voit ici que du coup, il y a 6 articulations synoviales différentes. Il y a les schémas ici. Donc, on va commencer doucement. Donc, l'énarthrose, ou la sphéroïde, qui est ici. C'est du coup une articulation d'une sphère pleine dans une sphère creuse, jusque-là, logique, qui a 3 axes de mobilité. On peut voir du coup les axes de mobilité ici, c'est-à-dire une rotation en avant, en arrière, et de gauche à droite. Par exemple, l'articulation coxo-fémorale. Vous verrez notamment beaucoup d'exemples dans les cours sur membres inférieurs et membres supérieurs, qui du coup normalement arrivent après cette vidéo. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, deuxième articulation synoviale, la condylienne, ou ellipsoïde. Faites attention, je peux essayer de vous piéger en QCM. Les profs aussi, lors de l'examen, aiment bien piéger lors des QCM. En mettant par exemple l'articulation énarthrose, qui est l'articulation ellipsoïde. Bon, vous voyez où je veux en venir. Donc ça, l'articulation condylienne ou ellipsoïde a la forme d'une ellipse pleine dans une ellipse creuse. Jusque-là, pas compliqué non plus. Attention, on n'a plus 3 mais 2 axes de mobilité. Comme on peut le voir ici, on ne peut plus avoir de rotation, dans le sens où la largeur va du coup être moins importante que la longueur, ce qui va du coup empêcher la rotation, sauf si on sait luxer l'articulation. Donc, encore un exemple, l'articulation tibio-fémorale, qui est une double ellipsoïde, ou par exemple l'articulation radiocarpienne. Vous reverrez ça sur le membre supérieur et inférieur. Prochaine articulation, l'articulation trochoïde, ou cylindroïde. Un cylindre plein dans un cylindre creux. Encore une fois, ça paraît logique. Un seul axe de mobilité ici, ça va être seulement la rotation qui va être possible. Et comme exemple, on a l'articulation radio-ulnaire, autant proximale que distale. Quatrième articulation, la trochlée, ginglyme ou ampoulie. Oui, elle a 3 noms celle-là. Donc c'est l'articulation d'un rail plein dans un rail creux. Il y a ici un seul axe de mobilité. Comme vous pouvez le voir, ici il ne peut pas y avoir de rotation, il ne peut pas y avoir du coup de mouvement à gauche ou à droite, c'est seulement d'avant en arrière. Donc, encore une fois, un exemple, l'articulation huméro-ulnaire, entre du coup l'humérus et l'ulna, au niveau du coude. Avant-dernière articulation synoviale, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc on a la toroïde, ou articulation en selle, c'est un fragment de tore plein dans un fragment de tore creux. Ce que je me disais, pour retenir celle-là, parce que fragment de tore, j'avais jamais entendu ça, toroïde, ça me paraissait pas forcément très... Enfin, j'avais beaucoup de mal avec celle-là. Donc, par exemple, articulation sternoclaviculaire entre le sternum et la clavicule. Pour retenir, je me disais que c'était comme le bas du corps d'un cavalier sur du coup une selle. Donc le bas du corps va pouvoir simplement aller avant ou arrière et va pouvoir du coup aller à gauche et à droite. Là, vous allez me dire, oui, on peut aussi effectuer une rotation, mais ça va être surtout permis par la colonne vertébrale. Donc du coup, je me disais bas du corps sur une selle, etc.
C'était les mouvements possibles. J'avais une façon de retenir. Si ça vous embrouille, oubliez cette partie. C'est comme ça que j'avais retenu. Et enfin, la dernière, qui est assez rare, l'arthrodie, ou articulation plane, c'est du coup deux surfaces planes, l'une en contact avec l'autre. On va du coup avoir une infinité de mouvements possibles, mais de faible amplitude. Pourquoi de faible amplitude? C'est parce que si on bouge un peu trop, ça va luxer l'articulation. Et par exemple, on peut avoir du coup ici l'articulation acromio-claviculaire, entre l'acromion, qui est du coup une partie de la scapula, et la clavicule. En ce qui concerne du coup la vascularisation et l'innervation des articulations. Donc comme on l'a vu dans la partie ostéologie, les épiphyses sont mal vascularisées, la capsule et la membrane synoviale sont bien vascularisées par des artères de voisinage, et le fibrocartilage, attention, est vascularisé seulement dans sa périphérie, ce qu'on appelle du coup la zone rouge du cartilage. Ce qui fait que seule la partie périphérique du fibrocartilage peut cicatriser. En ce qui concerne l'innervation, on a du coup les nerfs du voisinage qui vont du coup apporter une innervation sensitive. On a des récepteurs de tension qui vont donner du coup l'innervation proprioceptive. C'est ce qui va permettre du coup de savoir, même en fermant les yeux, dans quel sens et dans quelle position sont nos articulations. Et c'est accompagné du coup de l'innervation végétative grâce au système nerveux végétatif. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière diapositive. Donc, la biomécanique du cartilage hyalin. Donc, le cartilage hyalin, pour rappel, c'est celui qu'on a au niveau du coup des surfaces articulaires. On peut du coup en distinguer trois couches. La zone basale, où du coup les fibres de collagène vont être organisées perpendiculairement à l'os sous-chondral. La zone profonde, qui n'est pas la plus profonde, est du coup composée de fibres de collagène non plus perpendiculaires mais en maille, qui va du coup emprisonner un gel, riche en mucopolysaccharides et chondroïtine sulfate, etc. Et du coup, ça a une structure en nid d'abeille. Important à retenir, surtout lors de la fibrillation. Donc, finalement, on a la zone superficielle, qui est du coup la troisième couche, où on a du coup des fibres de collagène non plus perpendiculaires, non plus en maille, mais horizontales par rapport à la surface. Vous pouvez voir que du coup, plus on va vers la surface, plus ça s'horizontalise. Et là, du coup, ça va être horizontal par rapport à la surface, etc. Donc, la surface, en parlant d'elle, du cartilage hyalin va être nacrée, brillante, bleue et bosselée. On peut le voir macroscopiquement, et du coup, c'est un aspect de tôle ondulé. Maintenant, en parlant des contraintes qui peuvent être appliquées sur ce cartilage hyalin, il faut savoir que le cartilage hyalin peut être déformé, c'est-à-dire qu'on peut notamment appliquer une pression dessus, ça va revenir normalement, dans des conditions physiologiques, à sa forme initiale. Donc, en fonction de la pression, l'articulation s'adapte pour ne pas fibriller le cartilage. Donc, quand je dis l'articulation s'adapte, je n'ai pas précisé dans le diapo sur la tutte rentrée, mais en gros, c'est notamment avec les molécules d'acide hyaluronique. Vous verrez ça dans la fiche complète sur le locomoteur. Et donc, si jamais la pression est trop élevée, on peut avoir du coup une usure par fibrillation du cartilage hyalin, qui va du coup enlever la zone superficielle du cartilage, ce qui va du coup laisser apparaître la structure en nid d'abeille, qui est juste en dessous. Et ça va avoir un aspect en chair de crabe. Vous verrez tout ça plus, comment dire, de manière plus détaillée quand vous aurez le complet. Et donc, c'est la fin de ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un cours qui est interminable, je sais. D'ailleurs, il manque encore une partie, mais étant donné que c'est une partie qui est quand même relativement simple, mais quand je dis simple, c'est relativement simple, sur la myologie, c'est pas compliqué. Donc, pour la pré-rentrée, j'ai décidé de laisser ce cours jusque-là. C'est déjà très bien si vous arrivez à tout apprendre. Et du coup, la partie sur la myologie, je peux, si vous voulez, vous sortir en avance la fiche complète pour que vous puissiez prendre de l'avance. Si vous en avez envie, vous me le dites, je pourrais vous la sortir. Et sinon, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à une prochaine.